Alors aujourd'hui, on va parler pognon, on va parler banque, et puis on va parler du Big One. Alors le Big One, c'est pour moi la mère des crises financières qui risquent de nous arriver, ou du moins qui nous pend au nez, parce qu'actuellement, on a quand même une grenade dégoupillée qui traîne entre les jambes, et il s'agit de voir un petit peu ce qui se trame. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, la plupart d'entre vous, mais on a actuellement sur le marché interbancaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le repo, c'est le marché du crédit, c'est-à-dire les banques qui se prêtent de l'argent sur une période courte, hein, ça peut aller d'une nuit, un jour à un mois, et on a parmi ces banques un taux d'intérêt qui se met en place, c'est-à-dire que les banques qui ont des liquidités vont prêter, moyennant un taux d'intérêt, comme ça se pratique partout ailleurs, leur liquidité à des banques qui en ont besoin ponctuellement. Et donc depuis le mois de septembre, on a une crise sur ce marché du repo aux États-Unis, puisque la Fed, donc la banque centrale américaine, est obligée elle-même d'injecter de l'argent et de prêter de l'argent à ces banques. Alors, les arguments qui ont été invoqués sont plus ou moins risibles, hein, on ne va pas revenir là-dessus. Mais revenons à des choses simples, un constat simple. Hein. Quand on arrive à, je crois que c'est genre 500 milliards, enfin plusieurs dizaines, centaines de milliards sont injectés régulièrement. C'est même plus que lors de la dernière crise en 2008. Et pourquoi on fait ça? En général, c'est révélateur d'un fait très très simple, c'est que si les banques ne se prêtent plus ensemble et que c'est la Banque centrale américaine qui est obligée de le faire, c'est tout simplement parce que les banques ne se font plus confiance entre elles. Voilà, mais par contre, vous, on vous demande de leur faire confiance, hein. J'espère que c'est le cas, hein, évidemment. Hein. Quand vous allez à la poste retirer vos 3 sous et qu'on vous dit il y a 3 semaines d'attente, j'espère que vous faites confiance aux banquiers pour, à un moment, ouvrir le coffre et vous filer vos 2 bifetons. Hein. Alors, ça pourrait être risible si c'était quand même révélateur d'une crise potentielle qui, elle, ne va pas l'être du tout, parce que quand on en arrive là, on sait très bien qu'on a des États qui sont surendettés, et derrière, c'est pas une crisounette, on va dire, qui concerne les marchés actions américains qui risquent de se propager ensuite aux marchés européens, aux autres marchés. Alors c'est déjà quand même, des fois ça fait de la poussière quand même, mais là c'est plutôt une crise de la confiance envers les États qui se présente, et en général c'est suivi d'une crise monétaire, puisque on a notre fameux euro qui est une union monétaire à la base, qui risque très fortement de battre de l'aile à ce moment-là. Et donc j'en reviens, et là ça a des conséquences directes évidemment pour nous. Donc j'en reviens à cette fameuse crise du repo. Et le souci, c'est de savoir justement d'où vient le problème, parce que j'ai étudié la question là auprès des économistes, certains économistes et monétaristes aux États-Unis et en France, donc des gens qui sont un peu éveillés, qui lisent les bilans des boîtes, donc qui sortent un petit peu du discours officiel et de la manipulation ambiante ou de la propagande ambiante pour justement voir les chiffres. Et quand on voit les chiffres, on voit où va le pognon et où est le risque. Même si ça reste quand même pas mal opaque, à vrai dire, mais on a quand même, on va dire, des pistes de probabilité, des réflexions. Et donc, qu'est-ce que cette crise du repo peut bien nous révéler? Eh bien, on va parler tout simplement des banques. On va revenir à ce qu'est une banque à la base. Une banque, c'est un instrument, c'est un établissement financier dont l'objectif est de prêter de l'argent. Alors, elle va prêter de l'argent, elle va prêter l'argent dont elle dispose, ce qu'on appelle ses capitaux propres tangibles, et elle va prêter de l'argent qu'elle n'a pas, donc c'est de l'argent qu'elle a emprunté, c'est-à-dire des dettes. Alors il y a une règle prudentielle qui dit que les dettes ne doivent pas être supérieures à 10 fois le montant des capitaux propres tangibles de la banque. C'est ce qu'on appelle le ratio de leverage, et c'est un indicateur de fiabilité de la banque. Alors quand on est dans ces normes-là, aux alentours de 10, on n'est pas trop mal. Dans les années 2007-2008, on avait des ratios de leverage, y compris aux États-Unis, qui flirtaient avec les 30, 35, voire 40. Il s'est passé un truc, je pense que vous avez remarqué, en 2008, il y a eu, des remous, on va dire, dans le monde financier, et vous avez une banque qui a coulé, les fameux Lehman Brothers, que les Américains, le gouvernement américain, a très clairement laissé couler, ce qui a envoyé un message clair, fort et clair aux autres banques,
et les Citigroup, les Wells Fargo, etc., qui flirtaient avec des ratios de leverage de 30-35, voire plus, eh bien, sont en 2019 revenus à des ratios plus corrects, puisque, alors j'ai pris des chiffres, hein, je me base sur les travaux de Jean-Pierre Chevalier, qui est un monétariste et économiste français. Vous pourrez aller voir, jeter un œil sur son site internet. Alors, il a un site, comment dire, qui fonctionne sur la base d'abonnement, mais vous avez quelques articles qui sont en consultation libre, et c'est quand même très intéressant, parce qu'on apprend beaucoup de choses, justement, hein. Comme je dis toujours, eh bien, celui qui commande, c'est celui qui signe le chèque. Donc, quand vous voyez où va le pognon, vous savez qui commande et qui fait quoi. Voilà, tout simplement. Alors, donc, j'en reviens à mes fameuses banques américaines. On a Wells Fargo qui a à peu près un ratio de leverage de 8,4, hein, Citigroup 9,3, JP Morgan aux alentours de 9, enfin, voilà. Alors maintenant, il y a une chose très intéressante, c'est que lorsque l'on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire au niveau de la bonne vieille Europe, eh bien là, c'est pas du tout le même cas. C'est-à-dire, vous avez la fameuse Deutsche Bank, qui représente quand même en taille de bilan l'équivalent du PIB italien, hein, rien que ça, hein, on est à 1800 milliards d'euros ou de dollars, je crois, je ne sais plus, enfin, c'est faramineux. Hein. Et bien là, on a un ratio de leverage de 39. La Société Générale, 41, allez boum, c'est la fiesta, BNP, 43, enfin, je veux dire, c'est la cata. Alors, je regarde toujours mes notes, hein, et les chiffres, parce que là, on flirte avec les milliards de dollars ou d'euros, les centaines de milliards, donc ça donne un peu le tournis. Ce qu'il faut voir, c'est les rapports entre tout ça, parce que quand on prend les 4 grosses banques américaines et les 4 grosses banques françaises, par exemple, hein, c'est-à-dire Crédit Agricole, le groupe BPCE, Société Générale, BNP, eh bien, on a une taille de bilan qui est équivalente à peu près. C'est-à-dire, d'un côté, les 4 grosses banques américaines avec Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan et Bank of America, ça représente à peu près 8 à 9 000 milliards de dollars. Et c'est à peu près la même chose pour les 4 grandes banques françaises. Voilà la taille de bilan comparable. Par contre, les capitaux propres tangibles, les fameux capitaux propres tangibles, c'est-à-dire ce que possède la banque, eh bien là, on n'est plus du tout dans le même registre, parce que si on compare par exemple Wells Fargo, c'est 206 milliards. 206 milliards d'un côté, et de l'autre, eh bien Crédit Agricole, par exemple, on a un petit 74. 74, et c'est pas la pire, parce que quand on redescend dans les tours, on a Société Générale 33, BNP 57, et le groupe BPCE à peu près 44. Hein. Ce sont toujours les chiffres de Jean-Pierre Chevalier. Et donc vous avez la capitalisation, comment dire, les capitaux propres tangibles de ces banques françaises qui tournent entre 30, 33 et 74. Voilà. Alors que si on compare avec les banques américaines, eh bien on a 206 pour Wells Fargo, on a JP Morgan 266 milliards, Bank of America 169, Citigroup 195. Vous voyez, c'est pas du tout le même rapport quand même, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un big problème sur les banques européennes. Et si vous voulez vous en convaincre, tout simplement, vous choisissez un site en ligne type broker, hein, vous allez sur Boursorama, tout simplement, par exemple, hein, il y en a d'autres, et puis vous regardez le cours de bourse, tout simplement, de ces bancaires. Et vous allez voir une jolie courbe descendante, elles sont quasiment à la cave, hein, Deutsche Bank, Société Générale, etc., genre ça valait 150 balles en 2008, maintenant ça vaut, on est à 10 quoi. Enfin, je ne connais pas le cours exact au jour le jour, mais allez jeter un œil, c'est quand même édifiant. Donc, si l'on part du principe que ces fameuses banques européennes ont aussi des entités sur le territoire américain, et que, par ailleurs, évidemment, dans un monde mondialisé comme dans lequel on est actuellement, vous avez une exposition, hein, vous avez une exposition des banques, toutes les banques sont exposées à tout, hein. Je veux dire, quand la monnaie turque a chuté de 25%, en Europe, on commençait à frémir parce qu'on est exposé à la monnaie turque aussi. Donc, on comprend bien quelque part la position de la Banque centrale, enfin de la Réserve fédérale américaine, qui à un moment donné doit faire le choix entre la gestion finalement de l'économie et de la monnaie au niveau national, c'est-à-dire domestique, et parce que c'est quand même la réserve, la monnaie de réserve mondiale, hein, et justement l'implication que ça peut avoir au niveau mondial, parce que quelque part, comme toutes les banques sont interconnectées, si ça commence à capoter en Europe, vous pouvez être sûr et certain que la crise, le tsunami, la vague arrive aux États-Unis aussi derrière. Donc,
ce pourrait expliquer effectivement ces prêts et ces injections faramineuses de la Réserve fédérale américaine depuis quelques semaines, quelques mois, d'un côté, alors que par ailleurs, l'économie américaine ne s'est jamais aussi bien portée. Et donc le fait de baisser les taux d'intérêt d'une part et d'injecter de la monnaie dans le système bancaire d'autre part, qui sont plutôt finalement des outils qui sont utilisés quand on est déjà dans la crise, c'est plutôt étonnant qu'on s'y colle d'ores et déjà, eh bien c'est révélateur finalement de ce risque. Alors, qu'est-ce que ça risque de donner si le Big One explose, on va avoir derrière une crise obligataire, c'est-à-dire une crise de la dette des États, une crise de confiance envers les États, et vous aurez effectivement derrière des problèmes de monnaie. Alors, je vous invite à vous reporter à ce qui s'est passé dans les années 30, parce que c'est exactement quelque part la même chose, où les systèmes monétaires se sont effondrés, en Angleterre, en Allemagne, regardez la crise des années 20, eh bien, c'est exactement ça, tout simplement, avec la dévaluation de la monnaie, et puis une inflation galopante. Je crois que c'était le Dow Jones à l'époque, dans les années 30, il avait perdu 90%. Voilà, socialement, c'était pas la fiesta. Ça n'a pas été la fiesta aux États-Unis, mais c'était pas la fiesta non plus en Europe. Relisez le livre de Pierre Jovanovic, Hitler ou la revanche de la planche à billets. Vous verrez comment ça se passait en Allemagne dans les années 20-30. Donc voilà, j'ai envie de dire, il faut surveiller ça comme le lait sur le feu, parce que au-delà du pipeau officiel qu'on vous sert tout le temps, eh bien, il y a quand même une crise majeure qui se prépare, qui est en maturation actuellement. On ne sait pas quand ça peut sauter. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire Madame Irma, mais il s'agit quand même d'être conscient du problème et être conscient peut-être de l'origine du problème. Alors ça peut péter ailleurs, mais quelque part, ce problème lié aux banques européennes me paraît quand même fondamental, parce qu'on est quand même dans l'épicentre du problème, nous, petits Européens. Allez, je vous laisse méditer là-dessus. Je mets le lien du site de Jean-Pierre Chevalier en description de cette vidéo, tout simplement. Allez jeter un œil. Les chiffres, je les ai récupérés sur ces articles. Ça vient de ses travaux. Et effectivement, alors il décortique les bilans. Décortiquer les bilans de la BCE, c'est intéressant aussi, à la Banque Centrale Européenne, parce que on s'aperçoit de certaines choses, notamment pour boucler le bilan, on accueille des capitaux étrangers. Voilà, il y a de mystérieux non-résidents qui filent des centaines de millions d'euros pour boucler les bilans. Alors je ne pense pas que ce soit Poutine. Quant à l'Amérique de Trump, vu l'accueil qu'on lui réserve à chaque fois, je ne pense pas que ce soit lui aussi qui injecte des dollars. Je me pose la question, qui pourrait bien avoir suffisamment de liquidité sans en avoir besoin par ailleurs, parce que quand vous injectez de l'argent comme ça, alors qu'on est en taux négatif, vous perdez de l'argent, ça ne vous en rapporte pas. Donc qui pourrait ne pas avoir besoin de thunes et injecter des centaines de millions comme ça régulièrement, plus ou moins à fond perdu, dans la Banque Centrale Européenne, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aurait sans doute peut-être les pays du Golfe, enfin je dis ça comme ça moi, alors pour d'autres raisons, parce qu'ils ont d'autres intérêts. Enfin bref. Encore une fois, ceux qui signent le chèque, ce sont ceux qui ont le pouvoir, quelque part, véritable. Et puis quand on voit où va le pognon, on comprend un petit peu mieux ce qui se trame. Allez, je vous laisse là-dessus. Bonne réflexion. Je vous dis à plus.